Et coucou à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Kiwi, bienvenue sur Flight Simulator 2024 qui vient de sortir là très récemment, au moment où je tourne la vidéo. Donc vous voyez un graphisme exceptionnel, vue troisième personne comme annoncé dans le jeu, magnifique, hein. C'était un des ajouts qui avait été annoncé, la vue troisième personne et la possibilité de descendre de l'appareil. Graphiquement, c'est au top, non je rigole. On est sur la base ULM de Servant, Lima Fox 74-70, ou pour nos amis belges et suisses, Lima Fox 74-70. Coucou à toi Sétian, hello hello, et hello à tous et à toutes. Et donc je vous fais cette petite vidéo pour vous annoncer que ça y est, mon brevet ULM est terminé, il s'est fini fin septembre. Je suis donc breveté solo. Comme vous voyez, mon instructeur est descendu, il en avait marre, il m'a dit hey, vas-y hop, prends ton brevet, casse-toi, je te supporte plus. Il est descendu de l'appareil et voilà. Non, je rigole, je pense qu'il me supporte encore. Ah, j'imagine. Alors voilà, ça y est, je suis breveté solo. On est sur la base aérienne de Servant qui se trouve dans la Haute-Savoie, à côté du lac Léman, entre Thonon-les-Bains et Bron-en-Chablais. Je vais vous parler un petit peu de ce brevet. Je vous parlerai aussi dans cette vidéo de Flight Simulator 2024, la situation, mes avis, mes attentes, où on en est. Et je vous parlerai aussi des prochaines vidéos qui vont venir. Donc au niveau de mon brevet, j'ai mis 35 heures pour le passer. On peut être breveté sous 20 heures. Voilà, on n'a pas tous le même cerveau. Moi, il m'en a fallu 35. Tu vois le petit avion là qui passe tout en haut de la vidéo là. Le collègue qui venait de décoller juste avant. J'ai mis 35 heures. Non, la piste d'Orcier, je vais aller chercher des excuses. Elle est compliquée. C'est 325-375 mètres d'herbe. Un petit peu moins de 400. Je sais plus de tête. 375, je crois, d'herbe. Elle est située à côté de l'aéroport de Genève, de l'aéroport de Chambéry, d'Annecy. Donc dans une zone qui est très chargée en termes de transmission radio. Elle est dans une zone de montagne, on est à côté du Mont Blanc, donc pareil, vol de montagne, donc tous des facteurs qui rajoutent de la complexité. Peut-être, j'imagine, dites-moi en commentaire, mais peut-être que si j'aurais fait ma formation dans un endroit autre, ailleurs, dans le milieu de la France, ça aurait été plus simple, quoique il est encore compliqué d'aller faire de la navigation dans le milieu de la France, tout se ressemble, enfin c'est difficile de se repérer là-bas. C'est mon impression. Peut-être que ça aurait été plus simple ailleurs que dans une zone de montagne, et ça aurait été en tout cas certainement plus simple sur une piste goudronnée de 600 ou 1000 mètres. N'hésitez pas à vous abonner en tout cas si vous découvrez ma chaîne, et surtout à mettre un pouce bleu, ça fait énormément plaisir. Alors les pouces bleus par contre c'est vraiment très important pour YouTube et pour l'algorithme. C'est ce qui permet à YouTube de faire vivre la vidéo et la chaîne aussi, mais surtout la vidéo. Sinon après au bout d'un moment elles sont retirées. Donc voilà, je vais commenter tout de suite là un petit peu ce qui se passe. Mon décollage, on est parti de la 06. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'aviation, 06 c'est pour vous êtes sur une boussole, c'est pour un cap, donc presque un cap au nord. Là je viens de faire un virage gauche comme ça, 180 degrés. C'est pas pour le plaisir, c'est pas pour le fun. C'est uniquement parce que la complexité d'Orcier fait qu'on ne peut pas décoller, enfin on ne peut pas passer au-dessus des habitations. C'est pour ça que j'ai fait ce virage gauche comme ça, tout de suite après avoir décollé. C'est parce qu'en face il y a des habitations, que je n'ai pas la possibilité de les passer. Et donc là on est déjà sur l'étape de base, 110 km/h. Avec un cran de volet sorti, et je vais passer en finale. Donc voilà au niveau du brevet, donc 35 heures, ça m'a fait en gros 4500 euros. Je passe full flaps, 4500 euros. Dites-moi si vous voyez la piste, si vous la repérez. C'est une des complexités encore quand vous travaillez sur quand vous circulez sur un aérodrome en herbe. C'est que là, si vous partez en navigation dans un endroit que vous n'avez jamais vu, même en l'ayant travaillé dans la navigation, même en ayant regardé des cartes via Google Maps ou via les différentes cartes accessibles, et quand vous arrivez dans l'endroit pour la première fois de votre vie, waouh, vous vous dites mais elle est où? Elle est où la piste? Il est où le seuil de piste?
Là, dites-moi en commentaire si vous l'aviez trouvé tout de suite, le seuil de piste, si vous voyez la piste où elle est. Désolé pour la qualité de la caméra, j'essaierai d'apporter une meilleure qualité les prochaines fois. Mais voilà, c'est une des complexités encore une fois d'Orsier. Et un autre truc là, si vous me voyez faire un petit peu un truc bizarre avec mon palomier, c'est pour conscientiser dans mon cerveau que j'ai des pieds et qu'au bout de ces pieds il y a un palomier. Ça paraît tout con, mais c'est mes premiers atterrissages et on peut être tellement focus sur le point de toucher, sur la piste, sur tout un tas de choses qu'on vient tout simplement en oublier qu'on a des palomiers. Mon instructeur pourrait en témoigner. Avec cet appareil, j'avais énormément, et on voit là, je pars un petit peu sur la gauche, j'avais énormément de mal à poser dans l'axe. Une des erreurs, un des problèmes de Flight Simulator, c'est que le palomier, vous n'en avez strictement pas besoin. Hormis sur des appareils type ancien avec énormément de puissance, énormément de couple, ou si vous n'utilisez pas le palomier sur simulateur, c'est impossible de décoller. Mais au-delà de ça, vous n'en avez strictement pas besoin et c'est pas du tout le cas dans la vraie vie. Alors le problème, c'est que quand vous êtes habitué à voler sur un simulateur et que vous arrivez dans la vraie vie, vous oubliez que le palomier existe. Et c'est une erreur. Voilà, donc là, ce coup-ci, on va décoller sur la 24. Encore une fois, vous allez me voir faire un virage droite comme ça tout de suite, à peine après avoir décollé. C'est pas pour le fun, c'est parce qu'il faut que j'évite les corps de ferme qui sont en face. Une complexité de servant. Et j'attends le moment où je réduis les gaz. Voilà, là je réduis un petit peu les gaz pour pas casser les oreilles. Je suis à 1000 pieds minute en montée, 110 km/h, c'est largement suffisant. J'ai pas besoin de toute la patate de l'appareil. En plus, ça permet de reposer un peu la machine. Je suis tout seul, donc il est léger. Niveau carburant, je sais pas où j'en étais, mais ça aurait pas changé grand chose. Donc voilà pour le brevet, donc 4500 €. Là je suis solo, je vous ferai des vidéos un petit peu, je commence un peu à sortir un peu du bocal, un petit peu à sortir du secteur. Donc je vous ferai un petit peu plus de vidéos. J'ai volontairement pas fait de vidéos pendant la formation par souci de respect, d'intimité de mon instructeur. Et aussi voilà, par souci de confidentialité. Voilà, et par respect surtout d'intimité. Il y a quand même une vidéo où on voit mon instructeur dessus. Voilà. Si vous êtes intéressé d'ailleurs par rapport à l'école du LM, n'hésitez pas, vous me demandez en commentaire des informations et je me ferai un plaisir de vous mettre en contact avec mon instructeur ou vous répondre aux questions auxquelles je peux répondre. Si vous voulez savoir est-ce qu'on peut faire des vols d'initiation à Orsier, oui on peut. Est-ce qu'on peut aller faire des baptêmes? Bien sûr. Est-ce que vous voulez faire le tour du Mont Blanc? Bien sûr, c'est possible. Est-ce que vous voulez passer votre brevet là-bas? Bien sûr. Voilà, ça a un intérêt, c'est quand vous êtes capable de vous poser là-bas, vous êtes capable de vous poser n'importe où dans le monde. C'est mon avis. Sauf peut-être à Lupa au machin. Aujourd'hui, donc qu'est-ce que ça me donne mon brevet là? J'ai la possibilité d'aller voler n'importe où en France. Je pourrais même aller en Corse si j'en ai envie. Alors pas tout de suite, step by step. Faut déjà que j'arrive à maîtriser ma bestiole et à me voilà. Mais bon, rien ne m'empêcherait maintenant de partir dans la France, à part la raison, parce que il faut quand même une certaine expérience pour la navigation. Tout ça, ça se fait petit à petit. Partir à l'étranger, je parle pas anglais, pas très bien anglais, je comprends, mais c'est pas suffisant pour partir à l'étranger. Sans quoi, il n'y aurait pas de problème à ça, je pourrais très bien. Un ULM, pas celui-ci, mais d'autres, vous traversez la France en 3h30, ça vous donne une idée. Donc voilà, je compte le faire d'ailleurs, je compte vraiment pouvoir faire de la grande navigation, pas tout seul au début, avec quelqu'un, un autre pilote, quand j'aurai l'emport de passagers. Avec un autre pilote, comme ça au moins ça me permettra de pouvoir me reposer un petit peu sur son expertise et me reposer un petit peu sur lui s'il peut reprendre les commandes et autres. Donc voilà pour ce brevet. Voilà, ça m'a pris une année en gros. Pourquoi aussi une année, ça peut paraître long, mais il faut bien prendre en compte que ça vole pas tous les jours. La particularité des ULM 3 axes, c'est que vous volez que par beau temps et que quand les conditions vol à vue sont possibles. Voilà pour cette histoire de brevet. On parlait un petit peu de Flight Simulator 2024 maintenant. Alors Flight Simulator 2024, je ne l'ai pas pour le moment.
il arrive ce que je m'attendais, c'est-à-dire que il est en phase de rodage, il est pas bien terminé, enfin il est pas terminé. Voilà, il sait pas qu'il est pas bien terminé, c'est qu'il est pas terminé. Il est en phase de rodage, il arrive, il y a tout un tas de bugs aux informations que j'en ai entendues, hein, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas. C'est normal, quand vous produisez un jeu, vous avez peut-être, je sais pas, je vais dire un chiffre, allez, une centaine de testeurs. Pour des questions de confidentialité, plus il y a de testeurs, plus vous avez un risque que des images, des vidéos, des photos sortent. Moins il y a de testeurs, moins vous avez de risque qu'il y a de la fuite. Voilà, donc allez, on va imaginer qu'à Zobo, ils avaient 100 testeurs. Ces 100 testeurs, ils ont une probabilité X d'avoir un bug. Vous sortez le jeu, vous le diffusez, vous le publiez. Vous avez des millions de joueurs. La probabilité X d'avoir un bug, elle est multipliée par le nombre de personnes qui ont le jeu en leur possession. Donc arrive ce qui devait arriver, enfin ce à quoi je m'attendais. Le jeu, il est full buggé, apparemment, aux informations que j'en ai, il est full buggé, parce que cette probabilité X d'avoir des bugs, elle est plus importante. J'espère qu'Asobo seront réactifs, je pense que oui. En tout cas, au retour que j'en ai, j'ai l'impression d'un jeu qui a été... vous savez, des fois, vous avez des développeurs, ils sortent des jeux pas terminés. Peut-être des fois parce qu'ils sont aux abois au niveau financier, ils ont besoin que l'argent rentre dans les caisses, donc ils balancent un jeu fini à l'arrache, histoire que le pognon commence à rentrer, qu'ils puissent après reprendre le jeu, retravailler dessus et apporter les corrections dont le jeu a besoin. Pour autant qu'ils le fassent. Des fois il y a des développeurs qui le font pas du tout, hein. Ils sortent un jeu à l'arrache et ils reviennent pas dessus. Je pense pas qu'on soit dans ce cas là avec Asobo. Je pense juste qu'on est dans une situation d'un jeu qui a besoin de, qui n'est pas fini, qui a une grosse phase de rodage qui a besoin d'être corrigé. Voilà, je pense qu'on est dans ce cas-là. Je vous dis, hein, vous avez d'autres développeurs, hein, ils vous sortent des jeux, mais vraiment à l'arrache, mais à, je sais pas si je peux le dire, à chier. Ils passent une année où ils espèrent faire rentrer du pognon dans les caisses et revenir travailler sur le jeu quand ils en auront le temps, ou même des fois ils viennent pas du tout. Voilà, je suis convaincu que c'est pas le cas d'Asobo. Asobo vont corriger les erreurs. Ça me permettra de patienter jusqu'à ce que j'ai la possibilité de m'acheter un PC capable de faire tourner le jeu correctement, j'entends, parce que là je pourrais le faire, hein, mais si c'est pour le faire tourner à 60% de ses capacités, c'est pas intéressant. Donc voilà, j'attendrai de pouvoir faire tourner le jeu correctement, d'avoir un PC pour le faire tourner correctement. Barrez-vous les oiseaux à chaque fois. Un jour je vais en buter un, je pense. Et voilà, ouais. En attendant, j'ai décidé, parce que là j'ai fait le tour de Flight Simulator, je suis un peu lassé et dégoûté du jeu, surtout que là je n'arrive plus à voler avec des avions légers. Maintenant c'est terminé, je suis tellement dégoûté que... Enfin, je vois tellement la différence entre la réalité et le simulateur que je n'arrive plus à voler avec des avions légers, à part les gros, oui, ça c'est possible, les hélicos, ça y a pas de problème, mais les légers, je n'y arrive plus. Donc j'en ai fait le tour. Je vais donc sortir d'autres vidéos et les premières ce sera Bing Engine Drive, qui est un jeu de conduite, de simulation de conduite, qui j'ai l'impression bénéficie d'une mauvaise image sur YouTube où on voit que des crashs avec, alors que c'est pas que ça. Il y a un beau mode, campagne qui est en cours de développement et intéressant. Et le suivant ce sera Simrail, qui est un jeu de train qui sortira mi-décembre en version finale. Et je pense qu'il mérite d'être présenté ces jeux-là. Donc voilà. Allez, en tout cas, voilà pour cette vidéo-là. N'hésitez pas à un pouce bleu, un commentaire, ça fait énormément plaisir. Et moi, je vous dis à toutes et à tous, à tout bientôt. Ciao à toutes et à tous. Ciao.